Hello tout le monde, ça y est, enfin je vais la faire, cette vidéo de correction de tous les flash exos. Alors c'est quoi les flash exos? Ce sont des petits shorts en fait que je vous ai fait. J'ai essayé de diluer un petit peu des petits shorts, ce sont des exercices très courts et que soi-disant vous pouvez les faire de tête. Alors, quel était le concept de ces flash exos? Déjà, la première chose, je veux m'excuser parce que ça fait un moment que vous me le demandez de faire les corrections. Alors, les corrections, souvent les solutions, vous les aviez en filigrane, en commentaire par des gens qui avaient répondu à la question, quoi. Mais j'avais promis que je ferais cette vidéo, donc la voici, la voilà. Alors, la philosophie derrière ces flash exos. Alors, l'idée, c'était que je voyais trop d'étudiants qui, parfois, sur des exos relativement faciles, en fait, ils vont passer du temps, tourner autour du pot, chercher dans une direction. Bon, voilà. Donc, il y a des exercices assez simples et qu'on peut trouver carrément de tête. C'était pour vous choquer un petit peu, quoi. Ouais. C'est pas donc voilà. L'idée donc c'est la première idée, c'est de vous aider à faire la différence entre des exercices difficiles et des exercices qu'on peut faire quasiment de tête. Ouais. La deuxième idée, c'est de s'entraîner en fait à faire rapidement des stratégies de preuve. C'est-à-dire avoir un petit peu où on va. C'est pas de, si vous voulez, il y a des étudiants et bon, je l'ai certainement fait quand j'étais plus jeune, c'est ils partent un peu au hasard dans une direction en priant bon Dieu pour qu'ils trouvent. Ça marche pas toujours, ouais. Donc il faut essayer de se dire bon je sens que ça va être ça, mais alors à ce moment-là j'essaie de faire ça, ça, ça. Et alors même si on n'a pas la preuve complète, il faudra faire une preuve complète. Il y a un canevas de preuves qui se met en place. Donc ces flash exos, c'est aussi pour vous entraîner à ça. Puis après, évidemment, il faut aller dans le détail. Mais déjà, avoir une stratégie, une stratégie de preuve, voilà, assez claire. Ok. Voilà. Alors je dis pas. Alors évidemment, il y a plein d'exos qui sont pas faisables de tête. Ouais. C'est pas ça que je dis. D'ailleurs, des fois, je me galère un peu pour trouver des exercices, surtout des exercices d'oraux qu'on peut faire de tête. Bon, c'est assez rare en fait. Hein. C'est assez rare. Mais il y a quand même des choses et des questions auxquelles vous pouvez répondre de tête. Ouais, donc ça, voilà, à vous d'arriver à faire justement la différence entre les exercices faciles et les exercices plus difficiles. Ok, voilà, donc c'est ça l'idée. Voilà. Alors sur les flash exos, moi quand j'ai essayé d'en trouver, donc il y avait quelquefois des oraux, il y a aussi des petites questions que je pouvais faire. J'ai quand même remarqué que c'était plus facile en algèbre qu'en analyse, enfin pour l'instant. Donc en analyse, souvent, pourquoi? Parce qu'en analyse, il y a souvent du calcul et bon, des calculs de tête, c'est pas toujours évident. Donc les analyses, c'est souvent, vous verrez, c'est souvent des vrais faux. Donc si vous allez y retourner. Donc là aujourd'hui, je vais en corriger une dizaine et je sais plus à combien j'en suis. Et quand j'aurai fini la vingtaine, là, je referai une petite vidéo de correction. Alors dans cette vidéo, évidemment, je vais peut-être pas les faire tous de tête. Je vais quand même donner la stratégie de tête avec la structure et après on va écrire un petit peu dans le détail. Mais on va essayer de voir qu'en fait on peut aller droit au but. Ouais. Évidemment, je vous conseille de faire pause et à chaque fois vous de les chercher. Hein. Évidemment, c'est pas pour rien que voilà. Encore une fois, lire des maths c'est sympa, mais les maths ça se fait. Hein. Si vous voulez progresser, il faut prendre un stylo et les chercher, prendre le temps vous-même de chercher pour voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Ok. Allez, c'est parti pour le premier flash exo. Alors avant de commencer, je voudrais dire un truc, c'est que pour donner un petit peu de valeur ajoutée quand même à cette vidéo de correction, ça va pas juste être des corrections, c'est que dès que je pourrai, j'essaierai de mettre des petits bonus, histoire d'un petit peu vous appâter, parce que sinon, c'est juste pour faire les corrections de base, ce serait un peu dommage de pas rajouter des choses. Ouais. Donc on commence tout de suite avec le premier. Alors c'était un premier flash exo, ouais, ça date, hein, c'était quand j'ai fait ça, c'était en juin dernier. Alors soit A et B dans Mn de K, tel que AB moins BA égale IN, que dire? Ouais. Alors ça, c'est un grand classique, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas déjà vu, il faut le savoir. Alors, que dire? À vous de jouer. Alors, correction, la bonne idée ici, c'est la trace. La trace. Ouais, puisque la trace est linéaire, donc alors, de tête. Si vous prenez la trace, condition nécessaire, soit A et B solution, trace de AB moins BA, comme c'est linéaire, ça fait trace de AB moins trace de BA. Sauf que trace de AB égale à trace de BA. Donc ça fait 0 à gauche. Et après, de l'autre côté, vous avez trace de IN. Et si N est supérieur à 1, la trace de IN, c'est pas égal à 0. Donc moralité, que dire? C'est impossible. On peut pas avoir AB moins BA égale IN. Ça va? Bon, je l'écris pas celui-là, non? Ça me semble assez évident. Alors une extension de ce vrai-faux, est-ce que c'est vrai encore en dimension infinie? Ouais. Alors, en dimension infinie, il n'y a pas de matrice, mais bon, on pouvait généraliser ça. Flash exo, en dimension finie, si f rongé moins g rond f égale l'identité de E,
alors c'est impossible. Donc la question, est-ce que c'est vrai en dimension infinie? C'est-à-dire, pouvez-vous trouver un R espace vectoriel E, F et G dans L de E, tel que F rond G moins G rho 1 F égale l'identité de E? Question. Allez, je vous laisse réfléchir à ça. Alors, réponse à ce truc-là, oui, on peut trouver un exemple qui vérifie ça. Donc en fait, ça se généralise pas en dimension infinie. Donc un exemple, vous prenez, c'est assez facile à retenir. Vous prenez R de X, donc R espace vectoriel de dimension infinie, et vous allez prendre, une fois n'est pas coutume, vous allez prendre la dérivation, F qui va de E dans E, qui a P associe P'. D'accord? Et vous allez prendre pour G juste la multiplication par X, qui va de E dans E, et qui a P, associe X fois P. On va calculer le commutateur, F rond G moins 0 F, et vous allez voir que c'est rigolo en fait. Donc F rond G, alors soit P appartenant à E, on va calculer F rond G moins G rond F de P. Qu'est-ce que ça fait? Donc le premier, ça fait F de, alors G de XP, moins G de P'. Ouais. Donc F de XP, ça fait quoi? Donc c'est la dérivée de ça, de XP. Donc ça fait U'V plus UV'. Ouais. Et là, vous faites moins, et G de P', c'est XP'. Donc en fait, ça dégage, et vous voyez que ça fait P. D'accord? Donc voilà. Donc du coup, vous avez bien prouvé que le commutateur, ça fait l'identité. F rond G moins G rond F est égal à l'identité de E. Voilà, donc c'est possible. Ouais. Alors, ici, ce truc-là, en fait, il faut le voir peut-être comme, en fait, c'est un peu une base, en fait, pour ceux qui connaissent, des histoires, en fait, de mécanique quantique. Ouais. Parce que, en fait, ça, c'est alors, la mécanique quantique, c'est pas forcément dans R de X, hein, vous pouvez généraliser ça, oui, multiplication par X. Ici, c'est l'opérateur de vitesse, ça, c'est l'opérateur de position. Ouais. Voilà. Et donc, vous pouvez revoir ça autrement, que ici, là, ça a l'air vraiment de quelque chose de très algébrique, mais en fait, sachez que en version analyse, voilà, ça vous fait ça. Et en fait, c'est un peu à l'origine, justement, du principe de Heisenberg. Ouais, donc, je vous invite à creuser ça. Peut-être que je vais vous trouver un petit lien, voilà, hop, je vous mets à haut, off. Voilà. Donc, ça vient de là. Mais vous voyez que l'exemple est facile à retenir, hein, voilà. La dérivation et puis la multiplication par x, c'est rigolo. Ouais, alors sachez quand même quelque chose, c'est que ici, ça a marché parce que R de X, c'est pas un espace de Banach. On fait un peu de complétude. En vérité, on peut montrer que, alors faut que je vérifie un petit peu les conditions exactes, mais quand c'est un espace de Banach, avec si vous prenez une norme d'algèbre, vous pouvez montrer en fait que le résultat est encore vrai, c'est pas possible. Ouais. Alors ce que je ferai, c'est peut-être que je ferai une grosse vidéo là-dessus, parce que là, il faut qu'on enchaîne, on a 10 flash exo à faire, hein, c'est pas tout ça. Allez, on enchaîne avec un deuxième flash exo d'analyse cette fois-ci. Ça, c'est une question que j'avais retrouvée dans mes feuilles de mon ancien prof de prépa, enfin qui était aussi prof de prépa à grec, qui faisait des super feuilles avec Jean-Marie Broya. Wow, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment des super maths, quoi. Et donc la question c'est la suivante. Soit f continue de R dans R, tel que f de R moins Q est inclus dans Q. Que dire? Vous jouez. Alors, vous avez trouvé? Il est un peu plus astucieux celui-là. Il faut quand même avoir un peu plus de notion de dénombrabilité. Là, pour la première année, c'est un peu dur. Alors, deux têtes. On essaye. F de R moins Q est inclus dans Q. Ouais. Ça veut dire que F de R moins Q, il est dénombrable. Ouais. Et alors après, F de R, c'est F de Q union F de R moins Q. F de A union B, c'est F de A union F de B. Ça, c'est toujours vrai. C'est l'intersection qui marche. Ouais. Et alors, du coup, F de R, c'est F de Q. Bon, mais ça, c'est dénombrable. Une application, ça va pas démultiplier les éléments. D'accord? Donc, si Q est dénombrable, F de Q est dénombrable. Et après, F de R moins Q, union F de R moins Q, qui inclut dans Q, donc aussi dénombrable. Donc, du coup, F de R est dénombrable. Ouais. Mais, mais F de R, vu que F est continu, F de R, c'est un intervalle. Et vous connaissez beaucoup d'intervalles qui sont dénombrables? Ah non, il y a que, le vide, mais alors, c'est son vide, puisque c'est l'image de quelque chose, de R. Et après, sinon, c'est un singleton.
Parce que dès qu'il y a un peu de place dans un intervalle, il devient non dénombrable. Vous savez que l'intervalle non trivial est non dénombrable. D'accord? Voilà. Voilà la solution. J'aurais écrit, hein, pour ceux qui ont plus de mal, f de R, c'est f de R Q. Enfin, c'est f de Q union f de R Q. R privé de Q. Ça, c'est dénombrable, car Q est dénombrable. Q est dénombrable. Et ensuite, ça aussi, c'est dénombrable parce que c'est inclus dans Q. Et puis, une réunion d'ensemble dénombrable est aussi dénombrable. Ouais. Donc, f de R est dénombrable, mais c'est un intervalle. Et donc, forcément, c'est un singleton. Je n'ai peut-être pas fini, qu'est-ce qu'on peut en déduire du coup? C'est un singleton, et donc f, elle est constante. Ouais, donc f est constante. Condition nécessaire. C'est une condition suffisante? Bah oui, si f est constante. Bon, alors f est constante à valeur dans Q. Ouais, à valeur dans Q. Encore préciser. Ouais. Évidemment, si f est constante à valeur dans Q, f de R moins Q est appelée dans Q. Donc ça, c'est voilà. Puis elle est continue parce qu'elle est constante avec pi. Rigolo celui-là, non? Flash Exo numéro 3, c'est plutôt pour des deuxième année et puis plutôt pour des MP. Hein. On aborde la notion de connexe par arc. C'est parti. Alors GLN, vrai ou faux? C'est un vrai ou faux? Vrai ou faux? GLN de R est connexe par arc. Vrai ou faux? Vous pouvez le faire de tête. Alors c'est une indication de savoir que vous pouvez le faire de tête. C'est-à-dire que ça vous dit que vous pouvez certainement, voilà, pas j'ai des trucs trop compliqués. Mais trouvez le bon concept. À vous de jouer. Alors la solution de tête, elle est assez simple. Bah c'est fou. Parce que si c'était vrai, en fait, il faut prendre le déterminant. Dette de GLN de R, c'est inclus dans R étoile. En fait, si vous creusez un peu, c'est égal à R étoile. Donc comme le déterminant, c'est une application continue, ouais, si GLN de R était connexe par arc, son image R étoile serait aussi connexe par arc. Est-ce que R étoile est connexe par arc? Non, parce qu'il y a un trou. Bah, vous pouvez pas, les éléments connexes par arc de R, ce sont les intervalles. Et R étoile n'est pas un intervalle. Hein. Donc alors, pour faire plus détaillé, donc soit alors dette de R, dette de GLN de R, c'est égal à R étoile. Bon, c'est inclus dans R étoile, évidemment, puisque ben, les matrices inversibles sont des déterminants non nuls. Ouais, donc ça c'est évident. Est-ce que un élément de R étoile c'est le déterminant d'une matrice? Bah oui, forcément. Si lambda appartient à R étoile, eh bien, bah, lambda c'est déterminant de la matrice. Bah, par exemple, voilà, vous prenez lambda et puis vous mettez que des 1, vous produit une matrice comme ça. Ok. Voilà. Et donc voilà, donc du coup je répète l'argument, bah, je le dis à l'oral, d'accord. Ouais. Déterminant est continu, l'image continue d'un élément d'un ensemble connexe par arc et connexe par arc. Bien, ça marche. Alors, coin de la culture, enfin, ou question si vous voulez. Question. Est-ce que GLN de C est connexe par arc? La réponse c'est oui, mais ça je vous le ferai dans une vidéo, ça se fait pas trop de tête quand même, enfin on pourrait, mais alors là, à ce moment-là, c'est un petit peu compliqué quand même. Voilà, on fera une vidéo là-dessus. Ouais, l'idée, c'est qu'il y a plus de place dans C que dans R. Donc, vous pouvez faire un petit tour. Ouais. Si c'est assez nul, c'est pas mon problème, vous allez pouvoir contourner tout ça. Allez, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Donc, GLN de C est connexe par Flash Exo numéro 4. On attaque une série de quelques, il y en a 3 ou 4 comme ça, là, c'est de l'algèbre avec des matrices. Ouais. Alors, bon, après, ça reviendra un peu d'analyse, je vous préviens. Celui-là, concours central universitaire. Concours central universitaire, il y a des trucs qui sont durs des fois, mais là c'est quand même assez, enfin, c'est plutôt sympa. Du moment, alors là, c'est plutôt pour les 5 demi, c'est-à-dire, je sais pas, ça dépend si vous avez fait la réduction des endomorphismes symétriques et tout ça. Je vous préviens. Soit A appartenant à Mn de R,
et on suppose que A plus T de A, la transposée de A, ou je sais pas comment vous la notez, A plus T, là, je sais pas comment, voilà, donc elle est nilpotente. Montrer que A est antisymétrique. Allons-y, deux têtes. Ça y est? Bon, alors deux têtes, on essaye. Bon, déjà, on va vous montrer que A est antisymétrique. Et comme c'est l'information, ça veut dire quoi? Sur A plus T de A, ça veut dire que A plus T de A égale 0. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de A plus T de A? Donc, on suppose qu'elle est nilpotente, mais en plus, là, bah, A plus T de A, manifestement, elle est symétrique. Ouais. Et alors, une matrice qui est symétrique, nilpotente, bah, c'est rare quand même. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, elle est symétrique, donc elle est diagonalisable. Enfin, elle est asymétrique réelle. Diagonalisable en base orthonormée. Comme elle est nilpotente, ça va faire 0. Si vous voyez, semblable à que des lambda sur la diagonale. Et quand tu prends la puissance, ça fera des lambda puissance k. Et comme ça fait 0, ben, voilà, semblable à la matrice nulle. Ouais. Donc ça, c'est un contre-exemple classique. À l'oral, souvent, vous demandez à un étudiant, mais, ok, tu connais, c'est bien, tu connais une matrice qui est pas diagonalisable? Ouais. Pas diagonalisable, nilpotente, non, par exemple. Ouais. Allez, on écrit en détail, si vous voulez, pour aller un peu plus près de la preuve. Donc, on pose B est égal à A plus T de A. Donc, évidemment, B est symétrique. Hein, T de B, ça fait T de A plus T de A, ça fait A, donc c'est égal à B. B est symétrique. Ouais. Donc, comme elle est réelle, on suppose que c'est une matrice dans R, coefficient dans R, réelle. Donc, elle est diagonalisable en base orthonormée. Ouais. Ça, c'est le chapitre, voilà, endomorphisme asymétrique. B est semblable, diagonalisable. D'accord? D'où des lambda, d'où lambda 1, lambda 2, lambda n, réel, tel que, eh bien, B est semblable à lambda 1, baba jusqu'à lambda n, avec que des zéros, là. Ouais. Et donc, si elle est nilpotente, ouais, or B est nilpotente, d'où un certain n, enfin, un certain cas, on s'en fout, hein, d'où K appartenant à R étoile, N étoile, pardon, tel que B puissance K égale à 0. Et donc, ça fait quoi? Donc, les lambda, là. Alors, vous pouvez toujours dire aussi, enfin, normalement, vous savez qu'en fait, les valeurs propres, hein, de cette matrice, c'est 0, quoi. La valeur propre de la matrice est nilpotente. Ouais. Donc, plaf, donc, quel que soit. Donc, du coup, lambda 1 égale à lambda n, pardon, est égal à 0. Et comme, du coup, B est semblable à 0, bah, donc, elle est nulle. Si elle est semblable à 0, elle vaut 0 parce que c'est P 0 plus moins 1. Ouais. B égale 0. Et donc, A égale à T de A. Oui. Moins T de A. Elle est antisymétrique. Ça marche? Ok. Alors, petite extension. Du coup, est-ce que c'est encore vrai avec une matrice à coefficient complexe? Ah, on n'a pas un peu? À vous de jouer. Alors, pour une... Bah non, c'est fou. C'est pas vrai pour une matrice à coefficient complexe. Donc, faut trouver un contre-exemple. L'idée, en fait, c'est que vous pouvez trouver, je sais pas si vous avez déjà fait ce petit exo, mais vous cherchez une matrice nilpotente et symétrique à coefficient complexe. Vous pouvez trouver un exemple en taille 2, ouais, de ce truc-là. L'idée, c'est que I carré égale moins 1, donc vous allez trafiquer un truc comme ça. Donc en gros, vous prenez B, ça va être ça. Posez, alors, on cherche B et puis après on trouvera A. Si vous prenez B égale un truc comme ça, 1I, I moins 1. Ouais, donc déjà, elle est symétrique. Donc après, pour A, ce sera facile à trouver. B, c'est ça. Alors, B carré, ouais, vérifiez ce que ça fait. Hein, regardez, là, vous avez 1I qui va cogner contre 1I, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et là, c'est pareil. Là, ça fait I moins I, ça fait 0. Et pareil pour l'autre, ça fait 0, 0. Donc, elle est nilpotente. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pose? Vu qu'elle est déjà symétrique, on peut poser, par exemple, sa partie symétrique, c'est-à-dire on pose A. Donc on pose A est égal à B sur 2, un demi de B, d'accord. Ouais, par exemple, voilà.
Donc du coup, A, c'est une matrice dans Mn de C. Si vous faites T de A plus A, vu qu'elle est symétrique, ben, ça fait 1 demi de B plus 1 demi de B, ça fait B. Ouais. Donc B est égal à A plus T de A. Vous avez bien que A plus T de A est nilpotente. Est-ce que A est antisymétrique? Mais non, parce que sinon elle aurait une diagonale nulle. Ouais. Puis bon, il y a le I là. Donc, voilà pour le contre-exemple. Ça marche? Bon, allez, 5e flash exo. Ça vous plaît ces histoires de flash exo? Si ça vous plaît, dites-le moi, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage. Parce que, ouais, vous savez, ça prend du temps quand même de faire ces vidéos, donc voilà, c'est toujours un plaisir, hein, mais donc c'est vrai que c'est un peu chronophage, donc mettez-moi un petit commentaire aussi si ça vous plaît, dites-moi pour savoir si ce qui vous plaît le plus, quoi. Moi, j'essaie de m'adapter aussi, hein. Si ça vous plaît pas, on arrête, hein. Alors, flash exo numéro 5, donc destiné aux 2e année. C'est des exos du type que dire. Alors ça, c'est sympa aussi, les exos du type que dire. Ça veut dire entraîne-toi tout seul ou toute seule à trouver des choses à dire intéressantes. Ouais. Il n'y a pas de question. C'est toi, dans cette situation, quel réflexe tu vas développer, voilà, en tant qu'apprentie mathématicienne, en tant que voilà, élève. Voilà. Donc, que dire, j'aime bien. J'aime bien ces exos. Quid, que dire. Alors, soit M appartenant à Mn de R, tel que M fois M moins IN au cube, égale à 0, et trace de M égale 0, que dire? Ouais, on est clairement sur le programme réduction. Bon, allez, écoutez, je me demande si c'était pas un oral, hein, ça, je l'ai pas dit, mais je crois que c'est sorti d'un oral, cette histoire. Allez, à vous de jouer. Il y a une correction. Alors, évidemment, si vous n'arrivez pas à le faire de tête, faut pas dire j'abandonne. Prenez un stylo et prenez le temps. Évidemment, quand je dis de tête, c'est de la provoque. Ouais. Vous pouvez certainement le faire de tête. Certainement que voilà, des gens un peu plus aguerris, 5 minutes peuvent le faire de tête, mais les débutants, enfin, ou les 2e années, ouais, c'est normal que vous n'arrivez pas. Mais ne lâchez pas l'affaire. Si vous n'arrivez pas, bon, vous le faites avec un stylo et tout, quoi. Ouais. C'est mieux. Et puis, vous pouvez mettre un certain temps, c'est pas grave. Ouais. Mais vous savez que la solution est courte. Donc, si vous réfléchissez un peu intensément, vous devriez, voilà, vous pouvez y arriver. Alors ici, voyons. Alors comment on fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Alors 2 têtes. Déjà, vous avez un polynôme annulateur. Vous savez que quand vous avez un polynôme annulateur, si vous prenez une valeur propre de votre matrice, eh bien, elle est racine de ce polynôme annulateur. Donc ici, regardez, votre polynôme annulateur, c'est x fois x moins 1 au cube. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ouais. Donc ça veut dire que soit x égale 0, valeur propre nulle, soit x égale 1. Donc votre matrice, ses valeurs propres, ben ça c'est 0 ou 1. Donc il n'y en a pas des masses. Ouais. Et alors en plus, alors trace de m égale à 0. Est-ce que la matrice est supposée diagonalisable? Non, pas forcément. Ouais. Donc, mais vous pouvez quand même la trigonaliser dans Mn de C. Ouais. Donc dire que la trace est nulle, ça veut dire quoi? La somme des valeurs propres est nulle. Les valeurs propres complexes. Mais les valeurs propres, c'est 0 ou 1. Ça veut dire quoi de la multiplicité de la valeur propre 1? 1 plus 1 plus 1 égale 0. C'est pas possible. Donc forcément, 1 n'est pas valeur propre. Et si 1 n'est pas valeur propre, ça va vite, regardez. M moins I, elle est inversible. Donc vous multipliez par M moins I, moins 1, enfin l'inverse de M moins I, 3 fois, vous éliminez le M moins IN au cube. Donc M égale 0. Ça va? Bon, j'ai pas trop envie d'écrire la solution. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Hein, si vous n'avez pas compris, repassez l'explication en ralenti. Et voilà, on trigonalise, faut pas hésiter. Bien. 6e flash exo. Alors, encore des matrices. On se donne une matrice 3-3 avec que les 0 et des 1. Ouais. Donc, je vous laisse le lire. C'est, en ligne, ça fait 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Ok. Première question, valeur propre avec multiplicité. Deuxième question, est-elle diagonalisable? À vous de jouer de tête. Alors, solution de tête, mais j'écrirai un peu quand même pour expliquer un peu mieux quand même. Solution. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette matrice? Hein, quand vous voyez une matrice, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez bien que, en fait, en gros, à part la diagonale, il n'y a que des 1. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Si je rajoute la matrice unité, ça fait une matrice avec que des 1. C'est ce qu'on appelle la matrice Attila. Vous l'avez pas comme ça, là, la matrice Attila avec que des 1. Attila, les 1. Ouais. Classique. Comme ça, on la retient au moins. Ouais. On la retient. Donc du coup, A plus I3,
bah, ça fait la matrice Attila. Mais la matrice Attila, elle est de rang 1. Donc si elle est de rang 1, ça veut dire que son noyau, il est de rang 2, théorème du rang. D'accord? Donc si vous revenez, en fait, ça veut dire que le rang de A moins A plus I3, il vaut 2. Ça veut dire que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre moins 1, il vaut 2. Déjà, moins 1 est valeur propre de multiplicité 2. D'accord? Et ben, et alors comment on finit? Alors justement, mon idée, c'était ça, c'était d'aller chercher la dernière valeur propre. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut apprendre, on apprend surtout dans les exos, mais la dernière valeur propre est donnée par la trace. Ouais. Donc moins 1 est de multiplicité 2, donc la somme des valeurs propres vaut la trace, c'est-à-dire 0, donc la dernière valeur propre, c'est 2. Et évidemment, comme c'est la dernière valeur propre, elle est simple. Ouais. Voilà. On l'écrit? Vous voulez qu'on l'écrit? Allez, on l'écrit. Ouais. Donc ici, A plus I3 est égal à la matrice Attila. Ok, donc rang de A, ça c'est de rang 1 puisque toutes les colonnes sont égales et c'est non nul. Donc rang de A plus I3 est égal à 2, est égal à 1, pardon. Donc dimension de Kerr, théorème du rang, faut pas l'oublier quand même, est égal à 2. Donc ça veut dire que ça c'est le noyau de la valeur propre moins 1. Donc la dimension de l'espace propre, enfin vous avez compris, la dimension de l'espace propre E moins 1, associée à la valeur propre moins 1 est égale à 2. Donc moins 1 est valeur propre de multiplicité de A. Ouais. Et donc si on note, donc si on trigonalise dans C, si vous préférez, A est semblable à lambda 1, lambda 2, lambda 3, voilà, comme ça. Et donc du coup vous avez lambda 1 égale lambda 2 égale moins 1 si vous voulez. Donc ça fait donc trace de A c'est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Ouais, et ici ça vaut 0, puisque voilà. Et donc du coup comme ça vaut moins 2, moins 1 plus moins 1, d'accord. Donc lambda 3 égale 2. Et évidemment, dim, donc du coup dim de E2 est supérieur à 1, parce qu'elle est valeur propre. Ouais. Mais comme ces deux espaces E2 et E-1, ils sont en somme directe, et que tu es en dimension 3, il y en a un qui est de dimension 2, l'autre qui est de dimension supérieure à 1, il n'y a pas le choix, finalement, dim de E2, c'est égal à 1. Ok? Voilà. Donc elle est valeur propre simple. D'accord? Donc donc 2 est valeur propre simple. Bien. On passe à la deuxième question. Alors, je reprends deux têtes. Ouais. 2 est valeur propre simple. Alors, la matrice est-elle diagonalisable? Faut voir. Parce que là, bon, c'est pas que des valeurs propres simples. Là, moins 1 est valeur propre de multiplicité 2. D'accord? Donc, on ne peut pas conclure directement. Ouais. Alors, il y a deux arguments. Pour ceux qui sont assez avancés dans le programme, il y a un argument béton et direct qui se fait vraiment de tête. C'est que la matrice A, elle est symétrique, réelle. Donc, il y a un théorème qui dit que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. Bon, en base orthonormée, si tu veux, bon, bref, peu importe. Donc, oui, elle est diagonalisable. Alors, si vous l'aviez pas encore vu, une des façons de faire, alors vous pouvez chercher, et là c'était à l'oral, d'accord. Bon. Vous pouviez chercher, si vous aviez un peu de temps, la multiplicité, voilà, pour voir si la multiplicité, algébrique. Là, on a la multiplicité géométrique, la dimension de l'espace propre. Hein, vous pouvez chercher la multiplicité comme racine du polynôme caractéristique et tout ça. Mais en fait, ici, vous pouvez faire autrement aussi. C'est que vous voyez qu'on a la matrice Attila. Alors, je sais pas si vous connaissez la matrice Attila. Regardez la matrice Attila. J, elle vérifie une relation simple. C'est que J au carré, c'est n fois J, où n c'est la dimension là. Donc ici, J au carré, c'est 3J. D'accord? Ouais. Et donc, ça vous fait un polynôme annulateur de J, qui est plutôt sympa, parce que J au carré égale 3J, alors deux têtes. Polynôme annulateur, ça fait x carré moins 3x. Ouais, donc ça fait x facteur de x moins 3, je dis pas de bêtises. Ça, c'est un polynôme scindé simple. Il est scindé simple, donc ça veut dire que J est diagonalisable. Mais comme J, c'est un translaté de A, ouais, A c'est J moins 3, et du coup, A aussi est diagonalisable. Voilà. Alors on l'écrit. Alors je répète.
Donc J, ça on l'appelle J, pardon, excusez-moi, la matrice Attila, je la note J, c'est classique comme notation. J carré, c'est égal à 3J, classique. Donc du coup, ça veut dire que J, facteur de J moins 3, I3 est égal à 0. Donc si vous posez P est égal à X, facteur de X moins 3, vous avez P de J égale à 0, et là, c'est un polynôme qui est scindé simple. Donc, par théorème, et dans toutes les options, hein, scindé simple, donc J est diagonalisable. Après, c'est J est diagonalisable. Mais A, c'est quoi? Or, A, c'est égal à, ce que je dit, c'est J moins I3. J moins I3. Donc, évidemment, si elle est semblable à une matrice diagonale, tu enlèves I3, c'est semblable aussi à une matrice diagonale. Donc, elle est diagonalisable. Ça roule? Bon, voilà. Un petit exo classique, ça, sur le chapitre réduction. Lâche exo numéro 7. C'est encore un central universitaire. Et alors là, j'ai fait un truc un peu salaud dans le flash exo. Je disais, ouais, à résoudre en moins d'1 minute. Défi. Ouais. Bon, vous inquiétez pas, hein, si vous le résolvez pas si vous le résolvez en plus d'1 minute, c'est normal, hein, d'accord. Mais bon, j'avais appâté un peu, ouais, on va voir ce que ça donne. Donc, trouvez les matrices M appartenant à Mn de R, telles que M fois T de M fois M est égal à In. Vous avez 1 minute. Bon, on va voir si j'y arrive, hein, moi-même. Bon, c'est triché parce que j'ai déjà fait, donc bon. Bon, c'est pas grave, allez, trop chrono, 1 minute. Alors, on se donne une matrice qui vérifie ça. Le premier réflexe, c'est de dire que M fois quelque chose égale IN, donc M est inversible. Donc ici, M est inversible, et M-1, c'est transposé de M fois M. Alors, mais il y a un truc classique sur ce genre de matrice, transposé de M fois M, c'est symétrique. Parce que ce que tu regardes ta transposée, ça fait elle-même. Donc M-1 est symétrique. Mais du coup, classiquement, M est symétrique. Bon, alors ensuite, maintenant que M est symétrique, transposé de M, ça fait M. Donc j'obtiens M au cube égale IM. M au cube égale IM. Mais M, du coup, elle est symétrique réelle. Donc, d'après ce qu'on a vu avant, elle est diagonalisable. Ici, son cube vaut IN, ben, elle est diagonalisable et toutes ces valeurs propres sont dans R. Et comme R, et donc, du coup, elles sont réelles. Et donc, un réel au cube qui vaut 1, eh ben, ça veut dire que ce réel, c'est 1. Donc, elle est semblable à la matrice 1, 1, 1, et qui est la matrice IN. Donc, elle est semblable à IN, donc elle est égale à IN. En réalité, il n'y a que IN qui vérifie ça, puisque réciproquement, IN est bien solution. Je sais pas si j'ai mis moins d'une minute, mais c'est mal expliqué, c'est ça? Ouais, bon, désolé. Bon, je vous la refais en mode tranquille. Alors, en mode tranquille, je répète. Hein, voilà, le premier réflexe, c'est de dire M fois un truc égale IN, M est inversible. Donc, M est inversible. Et M-1, c'est transposé de M fois M. D'accord? Ensuite, ça, c'est symétrique. Bon, je vous la refais pas, hein, quand même. Symétrique. Puis maintenant, du coup, si M-1 est symétrique, ben M aussi. Hein, puisque M, c'est l'inverse de M-1, et l'inverse d'une matrice symétrique et asymétrique, mon Dieu, c'est dans le cours. Ouais. Donc, T de M égale M. Et du coup, ce truc-là, là, ça équivaut à dire que étoile équivaut à dire que M cube est égal à IN. D'accord? Voilà. Et alors, non, maintenant, la deuxième idée, c'est que M, comme elle est symétrique réelle, alors là, c'est un bon réflexe, elle est diagonalisable. Dans R. C'est ça. Faut le dire quand même, hein, quand je ne dis rien. Matrice réelle est diagonalisable dans R. Avec tous dans R. Et comme M cube égale IN, ben, quel que soit K appartenant à un N, lambda K au cube est égal à 1. Mais c'est des réels. Donc, du coup, la fonction cube est bijective. Donc du coup, lambda K égale 1. Donc, M est semblable à la matrice unité, donc M est égal à la matrice unité. Puisque vous êtes semblable à une matrice scalaire, vous êtes égal à la matrice scalaire. Ouais. Donc, M est égal à la matrice unité. Voilà, et la réciproque est évidente. Cool. Ouais. Et comme ça, tu rentres à central. Bon, c'est plutôt sympa d'avoir ça hein, comme exo. Alors, du coup, la question se pose, ouais, comment faire? Est-ce que quand un exo, alors là, c'est pas vraiment le cas. Si tu arrives à faire ça en direct, en live, c'est plutôt sympa. Mais imagine que tu tombes sur un exercice que tu as déjà fait. Qu'est-ce que vous faites, vous?
et que genre vous le connaissez mais par cœur de chez par cœur. Est-ce qu'il faut faire semblant de suer là pour dire ouais je réfléchis intensément, tout ça? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi en commentaire. Tu tombes à l'oral sur un truc que tu as déjà fait 1000 fois, tu le fais les yeux fermés. Si tu vas trop vite après, bon ben le gars il va te donner un exercice peut-être plus corsé, j'en sais rien. Bon, à voir, c'est pas plus mal hein, si tu fais bien vite les choses. Mais est-ce que vous bluffez et vous faites semblant de réfléchir un peu plus dur, enfin, j'hésite, je sais pas trop. Et après, du coup comme ça fait comme si vous l'aviez jamais vu. Ou alors est-ce que vous dites, wow, moi je connais par cœur ton exo, je te le fais en 10 secondes. Qu'est-ce qui vaut mieux à votre avis? Dites-moi en commentaire. Oui, alors avant de passer à l'exercice suivant, sur le Flash Exo 6, évidemment, extension, est-ce que c'est encore vrai pour une matrice dans Mn de C? Que M fois T de M fois M égale IN, est-ce que M égale IN? Ouais. Alors, évidemment, bah, c'est faux. Alors, dites-moi en commentaire, trouvez-moi un petit contre-exemple facile en taille 2. Je vous laisse faire ça. Ouais. Allez, petit exercice pour vous. Mettez-moi un petit commentaire là-dessus. Alors, Flash Exo numéro 8. Ah, enfin un peu d'analyse, c'est pas trop tôt. Encore une fois, c'est pour la deuxième année. Désolé, la première année, il n'y a pas grand-chose pour vous là-dedans. Enfin, peut-être à la fin, je sais pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bah oui, vrai ou faux sur les séries, les amis. Alors c'est marrant, ce vrai ou faux, il a eu vachement de succès, là, je pourrais vu là-dessus. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, c'est marrant, il y a plein de gens qui avaient pas trouvé la bonne réponse. Donc, bah, allons-y, regardons ça. Vrai ou faux? Alors, c'est un vrai ou faux qui porte évidemment sur la série alternée, théorème de Leibniz, je sais pas comment vous l'appelez. Allez, premier vrai ou faux. Si AN tend vers 0, alors la série somme des moins 1 puissance n à n converge. Vrai ou faux? De tête. Deuxième vrai ou faux, le même en supposant AN positif. Pareil, de tête. À vous de jouer. Alors, solution de tête. Bon, pour le premier, il y a quand même pas mal de gens qui avaient trouvé juste dans les commentaires, en tout cas. Donc, gros, ben, le premier, il est faux. Il est faux parce que, ben, souvent... Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait quand tu prends... Comment on construit un vrai faux? Un vrai faux, en fait, souvent, ben, tu prends un théorème et t'enlèves des hypothèses, tu regardes si ça marche encore. Bon, et à tous les coups, ben, vu que les théorèmes de prépa, ils sont optimisés, ben, si t'enlèves le moindre hypothèse, ça se casse la figure. Ouais. Bien, donc c'est un bon exercice en plus à faire. Vous prenez n'importe quel théorème, vous enlevez une petite hypothèse et vous commencez à chercher, c'est encore juste ou pas. Alors ça vous aide à comprendre qu'est-ce qui fait que c'est vrai ou c'est qui est l'argument, quoi. Ouais. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc Leibniz, je vous rappelle, c'est AN qui tend vers 0 en décroissant vers 0. Du coup, la série somme des moins 1 puissance n à n. Donc là, on enlève des croix. Bon, bah du coup, AN tend vers 0, bah, c'est faux. Contre-exemple, par exemple, vous prenez AN est égal à moins 1 puissance n sur n. Ouais, donc faux. Contre-exemple, AN est égal à moins 1 puissance n sur n. Donc, contre-exemple, je vous rappelle, ça vérifie une hypothèse, mais pas la conclusion. Ah, parce que moins 1 puissance n fois AN, la série somme des moins 1 puissance n fois AN, c'est la série des 1 sur n. Et bien, la série des 1 sur n, mon Dieu, elle ne converge pas. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était assez trivialement faux. Ok. Donc alors, du coup, on se dit, bah oui, c'est triché, c'est parce qu'en fait, tu as cassé le moins 1 puissance n avec ton moins 1 puissance n. Mais, et en fait, si tu supposes que n est positive, ça marche. Ah, pas mal de gens ont répondu oui, ça marche. Ben non, ça marche pas. Tu te doutes bien que si ça décroît, c'est pas pour rien, quoi, dans le théorème des séries alternées. D'accord? Donc ça, donc alors du coup, un peu plus dur à chercher, enfin, chercher un contre-exemple. Donc peut-être, voilà, si votre cours est bien fait, ça devrait être dedans. Alors bon, après, des fois, t'as pas le temps de tout faire en tant que prof, hein, je critique pas. Alors, un contre-exemple de ce truc-là. Bon. Ben, alors il y a plusieurs façons de l'écrire. Ici, en fait, vous pouvez penser à une suite telle que, en gros, vous allez perdre le moins 1 puissance n. En gros, du coup, tu vas prendre AN égale 0 quand n est impair. Ouais. Ouais. Donc, alors, vous pouvez construire une suite comme ça. Prenez une suite AN telle que A de P plus 1 égale 0. D'accord? Et A de P, eh ben, vous prenez A de P, donc là, ça va faire moins 1 puissance P, ça va faire 1. Vous prenez 1 sur P. D'accord? 1 sur P, par exemple. Et du coup, si vous faites la somme partielle, somme de k allant de 1 à n. Alors, vous allez jusqu'à 2n pour que ça marche, hein, sinon c'est un peu embêtant. C'est la somme de k allant de 1 jusqu'à 2n des 1 sur des AK, ouais, des moins 1 puissance k à k. Qu'est-ce qui reste? Bah, tous les k en fait de la forme de p plus 1, ça va faire 0. Et puis les autres,
ça va faire moins 1, donc il ne reste plus que ça. Somme des P compris entre 1 et 2N. Donc ceux-là, ils sont nuls, il reste que les A de P. Donc ça fait moins 1 puissance 2P, A de P. Et ça fait 1, et l'autre, il fait 1 sur 2P. Un peu de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 sur P, pardon, 1 sur P. Donc ça va faire la somme, non, pardon, ici c'est les P tels que 2P est compris entre, voilà. Donc ça fait la somme de P allant de 1 à N, ouais, c'est ça, des 1 sur P, j'ai pas de bêtises, hein. Et vous retombez, du coup, sur la série harmonique qui diverge, par exemple. Pas de bêtises, ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Donc en fait, si elle convergeait, ben, cette somme partielle en 2N, elle tendrait vers une limite finie, sauf que là, ça tend vers l'infini. Voilà. Donc j'ai extrait une sous-suite qui diverge, en fait, de la série de la suite des sommes partielles. Ouais. Alors peut-être, si vous aimez pas définir des suites comme ça, vous pouvez, alors, une façon de l'obtenir, pareil, c'est, qu'est-ce que vous faites? 1 plus moins 1 puissance n. Pourquoi? Sur n, ça fait quoi? Ça va un truc qui ressemble, ça. En gros, ça fait 0 quand n est impair, d'accord? Et si n est pair, ça fait 2 sur 2p, donc ça fait ça. Ouais, donc je sais pas si c'est exactement la même, donc j'ai la flemme. Et donc ça doit marcher aussi. Ouais. Alors oui, parce que ça vous plaira peut-être un peu plus. Ça fait quoi? Donc encore une fois, il faut quand même vérifier, c'est bien positif. Ouais. Et ça tend vers 0. Celle-là, elle tend vers 0, elle est positive, je l'ai pas dit tout à l'heure. Celle-là aussi, elle est positive, c'est supérieur à 0. Et elle tend vers 0 parce que c'est inférieur à 2 sur 1. Ouais. Voilà, et pourquoi la série diverge? Parce que ben, c'est la somme. Alors moins 1 puissance n, du coup, pour faire un peu plus, si vous préférez ce style-là, ça fait moins 1 puissance n sur n, et l'autre, ben, ça fait 1 sur n. Donc c'est la somme d'une série qui est convergente, plus une série qui est divergente, donc ça diverge. Ok? Voilà. Bien, Flash Exo numéro 9, on tient le bon bout les amis, on a bientôt arrivé à 10. J'en profite pour vous dire que si vous avez, évidemment, vous avez vu tout à l'heure, j'avais des vrais faux, si vous avez d'autres contre-raisons, donnez-les en commentaire. Alors je sais que c'est pas facile pas toujours facile d'écrire des commentaires sur YouTube, mais bon, bah, vous n'êtes pas obligé de rentrer complètement dans les détails, hein. Moi, je suis assez effaré parfois la patience des gens qui font des commentaires sur mes vidéos à faire des trucs de folie pour écrire des choses alors qu'il n'y a même pas de langage mathématique. Bravo, franchement, attendez pas à ça. Et merci, voilà, pour ceux qui font des commentaires en général. Quand c'est faux, c'est pas grave parce que ça vous permet de vous éclaircir les idées. Et puis des fois, alors des fois il y a des idées géniales, j'adore. Et il y a des gens qui sont vachement intelligents. Moi, je me rends compte, c'est vraiment cool, quoi. Donc j'apprends plein de choses et peut-être que j'apprends même plus de choses que vous. Donc je suis vraiment content de voir tous ces commentaires. Donc n'hésitez pas. Et puis en plus, ça fait marcher l'algorithme. Bon, voilà. Vous savez ce que je veux dire. Bien. Alors on y va. Flash Exo 9. Trêve de blabla. Bon, des maths ou quoi? A appartenant à Mn de R, tel que A carré plus A plus IN égale 0. On vous demande de calculer dette de A et trace de A, c'est un oral à TPE. Hein, TPE, IVP, là. Bon, alors, à vous de jouer. 2 têtes, les amis, 2 têtes. Let's go. Allons-y pour la correction de tête. J'espère que vous avez trouvé. Bien. Alors bon, c'est encore une histoire en fait d'algèbre de matrice avec des polynômes annulateurs. Bon, c'est vrai que ça c'est assez favorable au calcul de tête. Donc vous avez un polynôme annulateur qui est x carré plus x plus 1. Okay. Donc déjà les valeurs propres de A, ben, c'est des racines de ça, donc c'est j ou j bar. Ouais. Bien. Et alors après, alors est-ce que ça peut, alors normalement tu vas pouvoir trouver un théorème qui dit que si tu as une matrice à coefficient réel, j et j bar ont la même multiplicité. Mais c'est pas si évident que ça, que ce soit dans le cours. Peut-être que l'examinateur peut vous demander de le prouver. Alors l'astuce, c'est on peut faire de plusieurs façons, trouver une bijection par exemple entre les deux espaces propres, ceux de J et de J bar, dans Mn1 de C, ouais, entre les vecteurs propres, hein, qu'est-ce que j'ai dit, espaces propres. Mais après sinon, vous pouvez faire ça assez simplement. Vous regardez la trace de A, vous commencez par la trace. Vu que A, elle est réelle, sa trace, elle est réelle. Donc, sa trace de A, c'est J fois la multiplicité de J, plus J bar, enfin, la multiplicité de J bar. D'accord. Or, si ces deux nombres, les deux multiplicités sont pas égales,
ben, en gros, tout ce qui, ben, ça va pas faire un nombre réel. D'accord? D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Donc, vous commencez par la trace. Voilà, donc, et vous obtenez que du coup, il n'y a pas le choix. Il faut que la multiplicité de J, la multiplicité de J bar soit, soit identique. Et, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait, alors, et du coup, ça fait que, du coup, si on appelle cette multiplicité P, ça veut dire que là, au début, vous avez, par exemple, une rangée de J, puis si vous trigonalisez, hein, vous avez une rangée de J, et vous avez la même type de rangée avec J bar. PJ et PJ bar sur la diagonale. Ouais. Donc, ça veut dire en particulier que N, il est pair. N est égal à 2P. Ouais. Et du coup, donc, trace de A, ça fait 2 fois J plus J bar. Ouais, et comme J plus J bar, ça fait la partie réelle de J, c'est-à-dire moins 1,5. Donc, ça fait 2 fois, ça fait 2P sur 2. Donc, ça fait N sur 2. Donc, du coup, ça veut dire que N est pair, et la trace, du coup, pardon, ça fait N sur 2. Et la trace, ça fait P. Ouais, parce que ça fait, je répète, je ne vois pas, peut-être des fois c'est un peu embêtant. La trace, ça fait P fois J plus J bar. Donc c'est ça, ça fait moins 1, non, ça fait moins N sur 2. Bon, écoutez, on va l'écrire parce que je suis en train de me planter, je sens. Il faut quand même l'écrire. Ensuite, le déterminant, bah, le déterminant, tu feras le produit, donc c'est pas dur. Ouais. Donc, alors bon, écrivons-le pour être sûr de nous quand même. Ça a des limites un peu comme dans de tête. Alors regardons, donc on a dit, donc voilà, A, on trigonalise. A est semblable avec, ici vous avez des J, un certain nombre, et puis vous avez des J bar. Et puis là, hop, on s'en fout de ce qu'il y a, c'est des J bar. D'accord? Donc vous commencez par dire la trace de A, c'est du coup, c'est égal à la multiplicité, là, multiplicité de J fois J, plus la multiplicité de J bar fois J bar. D'accord? Donc si vous rassemblez, donc ici vous voyez que la seule façon, c'est que pour que ça fasse un réel, ouais, c'est que elles soient égales. Parce que si elles sont pas égales, vous allez mettre J plus J bar ensemble. Par exemple, si M J est inférieur strict à MJ bar, vous allez factoriser, vous allez écrire ça, c'est MJ plus quelque chose. Ouais. Donc là, vous allez avoir factorisé par MJ, vous aurez quelque chose de réel. Et pareil, il restera, il y aura un problème pour le reste, parce que le reste, il restera que des J-bars qui sont pas réels. D'accord? Donc il y a un problème, parce que trace doit être réel. Donc MJ, je vous la fais courte, hein. Donc MJ est égal à MJ bar. Et ça, on va le noter P. Ouais. Donc du coup, vous avez P qui est égal à, enfin N est égal à 2P. Ouais. Et trace de A. Donc ça fait donc P fois J plus P fois J bar. Donc ça fait P fois J plus J bar. Ouais. Donc J plus J bar, ça fait 2 fois partie réelle. Ah oui, ce que j'ai dit, J sur 2, ouais, bah, désolé. Ouais. Voilà, bon ben désolé. Vous voyez, des fois par deux têtes, j'ai des bêtises. Ouais. Donc ça fait moins 1,5, donc ça fait moins P. Moins P. Mais moins P, alors P c'est égal à N sur 2. Donc trace de A c'est égal à moins N sur 2. Désolé. Parfois, ouais, des fois, stylo c'est quand même plus sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, le déterminant, bah, c'est pas compliqué. Le déterminant, maintenant, c'est tout cuit. Déterminant, bête de A, ben, ça fait J à la puissance P fois J bar à la puissance P. Et du coup, ça fait J bar à la puissance P. Mais J bar, ça fait module de J au carré. Le module de J, alors ça fait 1. Donc le déterminant vaut 1. Sympa, non? Comme petit exo de tête. Alors si vous aimez ce type d'exo là, ben, je vous renvoie aussi à d'autres vidéos que j'ai faites. Il y en a une là. J'ai dû en faire plusieurs comme ça en fait, avec ce genre de choses où il faut peut-être difficile à faire de tête, mais quand même c'est un peu le même type d'exercice quoi. J'en ai fait pas mal. D'ailleurs j'ai un peu arrêté d'en faire parce que normalement bon, voilà. Sauf fouiller hein, sur la chaîne, vous avez vu, je sais plus combien j'ai fait d'euros. Maintenant j'en suis à combien? Je suis en train de faire la 67e. Là c'est la 68e. Donc, vous pouvez fouiller. Alors du coup j'ai fait des playlists. Je sais pas si vous avez vu. Vous allez fouiller dans les playlists. Alors il y a des playlists pour les premières années, puis il y a des playlists par domaine, arithmétique, polynôme, tout ça, réduction, tout ça, intégrale et tout. Allez fouiller. Faut fouiller. Alors désolé, les premières que j'avais faites, on voyait rien. C'était je brossais à la brosse, elles sont mal faites, mais bon, voilà, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont mieux quand même. Bien, on arrive au 10e flash exo de cette série. J'en fais 10 aujourd'hui, puis après j'en referai une autre salve de 10.
plus tard, bah alors j'aurais fini, hein, parce qu'il faut déjà que j'en fasse 20, des shorts. Alors, vrai faux encore sur les séries. Alors, vrai faux, bah j'aimais bien les vrais faux. Moi, une fois, j'avais fait l'expérience, je me suis dit, tiens, je vais leur faire un vrai faux. Une vidéo, elle a pas eu beaucoup de succès. Un vrai faux sur les intégrales. Allez-y voir, hein, je vous mets le lien là, parce que franchement, ça mérite le détour, ça fait plein de contre-exemples. Alors oui, bah, ça fait réfléchir les vrais faux. Moi, je trouve que c'est pas, ah, c'est évidemment vrai faux, évidemment, donner les arguments, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, c'est un bon exercice, moi, je trouve. Ouais. Donc, allez-y voir. Alors, vrai faux sur les séries. Alors, allons-y. Vrai ou faux? Premier. Donc, il y en a deux. Ouais. Le premier, si AN est équivalent à BN, alors somme des AN et somme des BN ont même nature. Vrai ou faux? Le deuxième, si AN et BN sont équivalentes et positives, alors les sommes partielles des AK et des BK sont équivalentes en plus à l'infini. À vous de jouer de tête. Bon, on y va. Alors, comme d'hab, bah, les vrais faux, c'est faux. C'est toujours faux, les vrais faux. Non, je déconne. C'est souvent faux, mais pourquoi? Parce que je vous ai dit comment je les construis, en fait. Comment on les construit, voilà. On prend un théorème, et puis on enlève une hypothèse. Bon, alors, typiquement, c'est le cas dans le petit 1, là. J'ai pris un théorème. Donc, le théorème, si terme de comparaison, c'est AN et BN sont équivalentes et positives. Sinon, ça marche pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, les vrais faux, c'est aussi pour te tester aussi sur ton cours, mais, et après, trouver un contre-exemple. C'est sympa. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah non, c'est pas bon parce que c'est pas le théorème. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est faux. C'est pas parce que c'est pas le théorème que c'est faux. Faut un vrai contre-exemple. Ouais. Donc, contre-exemple de deux, alors qu'est-ce que je cherche? Je cherche deux suites, comme ça, qui sont équivalentes et pas positives, parce que sinon ça marcherait, et dont les séries sont pas de même nature. Donc, il y a une qui converge et l'autre qui diverge. Ouais. Donc là, c'est très simple, en fait. L'idée, c'est que tu prends quelque chose, donc, qui est pas positif. Donc, tu penses à quelque chose, c'est du semi-convergent. C'est-à-dire, un truc qui est tantôt positif, tantôt négatif. Si c'est tout le temps négatif, ça marche pas, ça va marcher aussi, hein. Donc là, il faut qu'un truc alterne. Donc une série alternée. Bon. Donc tu prends AN égale à moins 1 puissance n sur truc, un truc qui tend vers 0, qui décroît vers 0. Ouais. Bon. Et alors du coup, ça va converger. Et après, l'idée, c'est que pour Bn, qu'est-ce que tu fais? Tu prends celle-là et tu lui rajoutes un truc négligeable. Donc tu vas tomber sur un truc, qui est équivalent. Tu as rajouté un truc négligeable. Et par contre, tu te débrouilles pour que ce truc négligeable, par contre, la série diverge. Ok? Ça vous donne une idée? Alors, si vous n'avez pas trouvé, faites stop et essayez de trouver tout seul. Ouais. Je corrige. Alors, du coup, donc, vous prenez, donc, le premier, c'est faux. Ah oui, vrai, faux. Répondez clairement vrai ou faux, parce que sinon, on ne sait pas. J'espère que je l'ai fait dans les vidéos, dans les flash exos précédents. Donc, c'est faux. Faux. Donc, contre-exemple. Alors, voyez rapidement que si vous prenez moins 1 puissance n sur n, c'est un petit peu plus galère. Donc, prenez moins 1 puissance n sur la racine de n. Ouais. Donc, celui-là, ça décroît vers 0. Série alternée, somme des AN diverge. D'accord. Et puis après, vous prenez Bn, donc vous lui prenez celle-là, et vous lui rajoutez un truc qui est négligeable, ouais, mais qui est divergent. Paf, 1 sur n. Bim. Donc comme celui-là est négligeable devant celui-là, ben évidemment, elle est équivalente à n. Et du coup, par contre, en revanche, du coup, bah, somme des Bn diverge. Ça marche pas. Et voilà. Voilà pourquoi, en plus, du coup, quand vous rédigez que les théorèmes de comparaison, elles sont équivalentes, donc elles ont la même nature, il faut vraiment dire c'est positif, sinon vous perdez des points. Parce que le résultat général, il est faux. Si tu l'as pas dit, ah mais je l'ai pensé très fort, bah non, ouais. Faut se justifier clairement. Hein, en prépa, ouais. Faut que ce soit précis. Alors, deuxième truc, peut-être un peu plus dur, enfin un peu plus dur, même pas. Même pas, mais c'est, encore une fois, c'est j'appâte avec un truc qui est dans le cours. Le cours, c'est quoi? Ouais. Le cours, c'est si tu prends AN et BN qui sont équivalentes et positives, et qui sont de la série diverge, tend vers l'infini, là, c'est partiel. Alors c'est équivalent. Et puis vous avez comme corollaire, vous avez des histoires de Césaro et tout ça. Les restes sont équivalents. Les sommes partielles sont équivalentes. Donc en fait, ce truc-là, ça marche bien quand la série tend vers l'infini. La somme de k égale 0n, des AK tend vers l'infini. Avec un raisonnement avec des epsilon à la Césaro. Mais en fait, là, ça marche pas quand elles convergent. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien, donc,
comme contre-exemple, qu'est-ce qu'on va construire? Vous prenez n'importe quelle série qui converge à n, une série équivalente, donc obtenue encore une fois en lui rajoutant un truc négligeable. Bah, évidemment, donc elle va tendre vers quoi? Elle va tendre vers sa limite. Mais l'autre, elle va converger aussi, mais pas forcément vers le même réel. D'accord? C'est évident. T'as rajouté quelque chose, donc ça va jamais converger vers le même réel. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, deux faux aussi. Contre-exemple. Contre-exemple. Vous comprenez? Donc, allez, on va faire honneur à Euler. On aurait pu prendre des sommes géométriques. On va prendre 1 sur n carré. Allez. Donc, évidemment, par Riemann, voilà, ces séries de Riemann, ça converge. Et puis, vous prenez Bn. Bn est égal à 1 sur n carré plus un autre 1 sur n carré plus 1 sur n cube. Allez, tiens, comme ça, on va parler d'apéri. Apéri cube, elle est bonne. Alors, ça existe encore les apéricubes, je sais plus. Donc du coup, voilà. Donc elles sont équivalentes parce que là j'ai rajouté. Donc ça là équivalente à n. Ok. La première. Alors maintenant je regarde les sommes partielles. Est-ce qu'elles sont équivalentes? Bah non, parce qu'elles convergent toutes les deux vers des trucs différents. Ça converge vers quoi, les amis? Pi carré sur 6. Ouais, c'est la gloire de l'air. C'est comme ça qu'il a gagné le concours de Bâle. Pas le concours à 2 balles. Le concours de Bâle, la ville suisse. 2 balles, c'est ma blague qui a 2 balles. Donc, ouais, pi 2 sur 6. Et alors l'autre, un Bn, vers quoi elle converge? Ben, on sait qu'elle converge, ok? Mais elle va pas converger vers la même chose. Elle va converger vers, quand n tend vers plus l'infini, ben, pi 2 sur 6 plus cette somme là. La somme des machins. La somme des 1 sur n cube. Alors ça, c'est ce qu'on appelle zeta de 3. Ça fait quelque chose, on sait que c'est pas nul, parce que c'est des sommes de trucs positifs, alors c'est pas nul. Donc c'est pas égal. Donc du coup, elles sont pas équivalentes. Ouais. Pas équivalentes. Alors pourquoi je m'étais dit, tiens, on va en profiter pour faire un petit point de la culture que vous connaissez certainement, mais je le redis. Zeta de 3. Donc vous savez que Euler, pendant le problème de Bâle, en fait, donc le concours, c'était, les gars, qui c'est qui va trouver la valeur approchée la plus précise de la somme des 1 sur n carré. Et puis là, Euler, a écrasé tout le monde en disant, écoutez les gars, on va pas se mentir, moi je vous ai trouvé la valeur exacte, 2 sur 6. Voilà, du coup, il a fait sa place. Wow. Et alors en plus, il a trouvé la somme des, il a me dit, moi je peux vous montrer comment on calcule la somme des 1 sur n puissance n'importe quoi qui est pair. Ouais, 2 alpha avec alpha pair. Avec zeta, n sur 2 n puissance alpha avec alpha pair. Ouais. Donc, par exemple, la somme des 1 sur n4, c'est pi 4 sur 90, je crois, ou un truc comme ça. Donc, lui, il arrive, alors là, il a calmé tout le monde. Et alors après, il est resté la somme des 1 sur n puissance alpha avec alpha impair. Et en fait, là, depuis, pas grand chose. Et puis, en fait, depuis, c'était, on n'a pas trouvé grand chose sur ces trucs-là, quoi. On n'a pas de valeur aussi sympa. Ouais. Et alors, il y a juste un gars qui a trouvé Apéry, qui a trouvé qui a réussi à montrer que la somme de zeta de 3, là, donc vous appelez ça zeta de alpha. Ouais. La fonction de zeta, c'est la même que la fonction de zeta de Riemann, sauf qu'elle est définie que pour alpha, évidemment plus grand que 1 en prépa. Sinon, après, il faut la prolonger pour que, bref, on va pas en parler, la fonction de zeta de Riemann. Donc, pour alpha plus grand que 1, c'est Riemann convergent. Donc, la question, c'est que dire pour alpha impair? Eh ben, on peut pas dire grand chose, mais seulement, il y a quelqu'un qui a prouvé, alors c'est quoi, Apéry, vous me redites, c'est en 1973, allez, on va tenter le coup, je sais plus, dans les années 70, le gars, il montre que zeta de 3 est irrationnel. Ouais. Charles, non seulement elle n'a pas une valeur exacte sympathique, mais en plus, c'était déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre tout ce temps-là pour avoir cette information-là. Voilà. Donc, c'est facile à retenir. Zeta de 3, c'est Apéry, et donc c'est des cubes, donc c'est apéricube. Je suis même pas sponsorisé pour dire ça, parce que encore une fois, je sais même pas si ça existe encore cette histoire. Bon, voilà. Écoutez, on va finir sur les blagounettes. Ça suffit comme ça, ouais. Ça suffit comme ça. Voilà les 10 premiers flash exo. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres, si ça vous plaît ce genre d'exo. Des fois peut-être vous embêtez un peu dans le bus, ou flash exo sur votre téléphone, ça vous permet de rester concentré, l'esprit vif. Ouais. J'espère que cette vidéo de correction n'était pas trop monotone. Les corrections des fois c'est un peu relou. Là, j'espère que j'ai mis un petit peu de dynamisme. J'espère que ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, alors c'est moi un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire et abonnez-vous. Vous n'êtes pas encore abonné.
Bien. Allez, écoutez, je vous dis à bientôt et continuez à bosser. À bientôt pour de bonnes nouvelles.